deuxième fois, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire fiscal. Vu la période actuelle où il est question de la préparation des bilans fiscaux, la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française organise pour vous, pour ses adhérents, un webinaire fiscal qui va porter cette fois-ci sur les charges déductibles et les produits imposables en matière d'IPS. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous M. Touahri, donc M. Touahri, conseil fiscal agréé, ancien inspecteur central des impôts, formateur en comptabilité et fiscalité, nous parlera et nous donnera un peu plus de détails sur les produits imposables et sur les charges déductibles qui sont liées à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Pour ceux ou celles qui souhaitent intervenir et poser leurs questions, cela reste possible. Je vous invite juste à nous les communiquer sur la rubrique Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Sans plus attendre, je cède la parole à M. Touahri, que je remercie encore une fois et vous souhaite à vous toutes et à tous un excellent webinaire. Merci. Merci Akram, bonsoir tout le monde, Msal khair alaikum, saha ftorkum, saha siyamkum. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous retrouve en compagnie de mon ami Akram, toujours actif, Allah Ibarek. J'ai déjà organisé avec lui une poignée de rencontres comme celle-ci et j'espère que cette rencontre sur les produits imposables et les charges déductibles dédiées justement à l'alias fiscal vous aidera, vous sera utile et bien entendu, comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité. La date limite, comme vous le savez toutes et tous, était en principe le 30 avril. Mais comme les pouvoirs publics ont repoussé de 2 mois cette échéance, donc ça va être un peu l'occasion à tous les comptables, à tous les fiscalistes, bien entendu, de boucler leur liasse fiscale, d'accord? Donc ici, nous allons faire, si vous voulez, juste une petite rétrospective, parce qu'en réalité, ce thème, c'est un petit peu la plateforme, si vous voulez, c'est un petit peu le cœur de la fiscalité algérienne, comment déterminer un résultat fiscal. Parfait les amis, donc nous avons dit que le résultat fiscal, il démarre d'un résultat comptable, d'accord? Donc lorsque nous préparons un résultat comptable, nous n'allons nous soucier que de la comptabilité, c'est-à-dire on va laisser de côté d'abord dans un premier temps tous les soucis fiscaux, toutes les questions liées aux réintégrations et déductions, etc. Une fois terminé, nous avons déterminé notre résultat comptable et puis, comme vous le savez, nous allons procéder à ce qu'on appelle les retraitements, c'est-à-dire mu'alaja. D'accord? Donc, en quoi consiste ces retraitements? On va réintégrer au résultat comptable les charges qui ne sont pas déductibles et bien entendu, on va déduire par là même les produits qui ne sont pas imposables. Parfait les amis. Donc pour revenir un petit peu au code des impôts directs, nous avons un article, à savoir l'article 140 du code des impôts directs qui définit le résultat comme étant pouvant être obtenus, j'allais dire, de 2 manières différentes. D'accord? Nous avons un résultat comptable que l'on peut déterminer de 2 manières différentes, à savoir l'approche ou bien la méthode bilancielle, c'est-à-dire en utilisant le bilan. Le bilan, souvenons-nous, c'est un instantané, c'est un petit peu comme une photographie que l'on prend au patrimoine de l'entreprise à une date donnée, généralement le 31 décembre. Et bien entendu, celle-ci, c'est la première approche. Donc, c'est l'approche bilancielle, c'est-à-dire ça consiste à comparer 2 bilans successifs, généralement le bilan au 1er janvier et le bilan au 31 décembre de la même année. Bien entendu, nous allons voir l'évolution des capitaux propres. Si nos capitaux propres, en quelque sorte, ont augmenté entre le début et la fin de l'année, c'est que nous nous sommes enrichis, n'est-ce pas, en chemin faisant. Si au contraire, nos capitaux propres à l'arrivée sont moindres, sont inférieurs, c'est que nous avons détruit des richesses, c'est que nous sommes en phase déficitaire. Parfait les amis, donc celle-ci c'est la première approche, mais nous allons plutôt
opté pour la deuxième approche, laquelle consiste à confronter les charges et les produits au cours d'un exercice donné. Si les produits, c'est-à-dire création de richesse, sont supérieurs à la consommation de richesse qu'on appelle ici charge, donc nous avons un résultat positif. Par contre, si nous avons détruit plus de richesses que nous en avons créées au cours d'une période quelconque, c'est que nous sommes face à un déficit. Donc voilà mes amis, donc pour reprendre un petit peu, une fois nous avons terminé, nous avons dit notre travail comptable, c'est bon, nous allons enlever notre casquette de comptable et nous allons mettre notre casquette de fiscaliste. En quoi ça consiste? Ça consiste à ouvrir le code des impôts directs essentiellement parce que c'est le code des impôts directs qui un petit peu nous renseigne comment on détermine le résultat fiscal, que ce soit pour les entreprises individuelles suivies au régime du réel, donc qui sont passibles de l'IRG, impôt sur le revenu global, que ce soit pour des sociétés de capitaux et assimilés qui, bien entendu, sont soumises à l'IBS. Parfait les amis. Akram, je ne vous vois pas. Vous m'entendez? Non, c'est ok, monsieur Touahrez, c'est juste par rapport au débit d'Internet, c'est tout. Je suis avec vous. Très bien, donc nous continuons. Merci Akram. Nous avons dit après ces déductions et ces réintégrations, en principe, nous allons aboutir à un résultat, nous avons dit, qui est fiscal. Maintenant, les amis, nous allons d'abord, dans un premier temps, parler des produits, d'accord? Les produits, donc nous avons dit, c'est les créations de richesse. C'est ce que nous avons créé comme richesse, c'est en quelque sorte les gains, c'est les plus, c'est les revenus, d'accord? Et puis, nous allons voir dans un deuxième temps les charges. D'abord, nous allons voir les créations, puis nous allons voir les destructions. Donc, mes amis, c'est bien simple. Pour un petit peu avoir une idée, on ne peut pas se passer en réalité de comptabilité. Elles sont intimement liées, d'accord? La comptabilité et la fiscalité, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, il y a parfois, bien entendu, des désaccords, et c'est souvent le cas. Parfois, il y a des désaccords, mais il y a des manières de les réconcilier. Parfait, mes amis, donc pour les produits, donc c'est bien simple en comptabilité, nous connaissons une classe, c'est la classe 7. Donc nous allons essayer de voir quels sont les produits, bien entendu, qui sont pris en compte pour la détermination du résultat fiscal. D'abord, nous avons les chiffres d'affaires, mes amis, d'accord? Donc les chiffres d'affaires, en quelque sorte, c'est les ventes d'abord de marchandises, les ventes de produits fabriqués par l'entreprise elle-même, ainsi que la vente de prestations de services et de travaux. Donc souvenez-vous mes amis, vous avez tous en tête le 700, le 701, vous avez le 706 pour les prestations de services et vous avez le 704 pour les travaux, d'accord, pour les travaux public, bien entendu, et bâtiments. Comme vous le savez, mes amis, il y a un aspect particulier parce que nous sommes tenus par la méthode à l'avancement. Peut-être aurons-nous l'occasion de revenir avec plus de détails sur ce sujet. Et puis, nous avons donc les 700 que nous venons d'évoquer, mes amis, c'est tout ce qui est chiffre d'affaires, bien entendu, auquel nous pouvons rajouter le 703, c'est tout ce qui est vente de déchets, vente de produits résiduels, vente de rébus, etc. Ça contribue à titre accessoire à la formation du chiffre d'affaires. Bien entendu, nous avons également les autres produits accessoires qui ne constituent pas forcément des chiffres d'affaires. C'est notamment le cas du compte 708. Je vous donne, mes amis, un exemple. Vous avez un garage, vous avez un hangar que vous n'utilisez pas au niveau de votre société, que vous donnez en location. Bien entendu, ça constitue un produit pour l'entreprise qui est soumise, bien entendu, aux chiffres, comme les autres chiffres d'affaires, à la TAP et à la TVA, et bien entendu, son produit
contribue à la formation du résultat. Donc ça ne constitue pas, on va dire, le cœur de métier, l'objet social de la société, mais ça contribue, si vous voulez, à titre marginal, à titre accessoire, à la formation du chiffre d'affaires. Nous n'avons pas que cela, mes amis, qu'on produit, nous avons d'autres produits. Plus précisément, nous avons le 72, la production stockée, d'accord? Bien entendu, à la fin de l'année, il se peut que nous avons, bien entendu, produit, consommé des richesses que nous avons, si vous voulez, des stocks de produits finis, de produits semi-finis, etc., de produits semi-élaborés qui sont prêts à la vente mais qui ne sont pas vendus. Donc, il ne serait pas, bien entendu, cohérent, mes amis, de les ignorer à partir du moment où nous avons pris en compte les charges qui ont contribué à leur formation. D'accord? En réalité, mes amis, il s'agit d'une variation, il s'agit d'une fluctuation de la production stockée entre le 1er janvier et le 31-12. Et puis, nous avons le 73, c'est la production de l'entreprise pour elle-même. Nous avons également le 74, mes amis, ce sont les subventions d'exploitation qui contribuent, bien entendu, à la formation, nous avons dit, du résultat. Nous avons également d'autres produits accessoires, je pense, mes amis, aux plus-values de cession réalisées sur la vente, on va dire, d'équipements, d'immobilisation, de terrain, ça peut être des bâtiments, ça peut être des machines, outils, etc. Lorsque nous les vendons à un prix supérieur à leur valeur nette comptable qui figure au bilan, eh bien, mes amis, cette plus-value de cession est soumise à l'IBS ou à l'IRG selon le cas, et bien entendu nous allons adopter une démarche différente s'il s'agit d'une plus-value à court terme ou à long terme. Mes amis, la plus-value à court terme elle est soumise à 70%, donc dans la liasse fiscale on va déduire 30%, plus précisément dans le tableau 9, et bien entendu s'il s'agit d'une plus-value à long terme, c'est-à-dire lorsque l'immobilisation est cédée après le délai de 3 ans depuis l'acquisition de l'immobilisation, eh bien là, il s'agit d'une plus-value à long terme. Elle est soumise à 35%, ce qui revient à dire qu'il faut déduire, bien entendu, les 65% pour la détermination du résultat fiscal. Il est toujours utile, mes amis, de préciser qu'il y a lieu de tenir compte de ce qu'on appelle l'engagement de réinvestissement de la plus-value. Si l'entité décide de s'engager à réinvestir cette plus-value, elle est inscrite en franchise d'impôt et bien entendu, l'entreprise est tenue, bien entendu, dans un délai de 3 années, de réinvestir le montant de la plus-value majorée, bien entendu, de la valeur d'origine de l'immobilisation cédée. Donc, nous avons également les écarts de réévaluation. Vous savez, mes amis, depuis la mise en application du SCF le 1er janvier 2010, les réévaluations sont désormais libres, d'accord? Donc, vous allez inscrire dans un compte de capitaux propres, plus précisément le 105, d'accord? Et bien entendu, le supplément des dotations aux amortissements que va générer cette réévaluation, elle sera rapportée au fur et à mesure au résultat de l'exercice en question. D'accord, mes amis? Donc, c'est l'article 186 du Code des impôts directs qui précise, bien entendu, qui met en place cette règle de neutralité des opérations de réévaluation. Nous avons aussi les subventions d'équipement, mes amis, pour lesquelles la loi de finances pour 2021 a apporté un certain aménagement parce que c'était en quelque sorte incohérent jusqu'au 31 décembre 2020. Souvenez-vous, jusqu'au 31-12-2020, on vous disait que les subventions d'équipement étaient imposables immédiatement, ce qui n'était pas conforme à l'esprit du SCF. Donc là, maintenant, on a nivelé, si vous voulez, on a neutraliser, si vous voulez, cette divergence, d'accord? Donc, pour les subventions d'équipement, également, elles sont inscrites, nous avons dit, au compte 131, c'est-à-dire il s'agit d'un produit différé. Et puis, au fur et à mesure que l'on amortit l'immobilisation, bien entendu, il faudra rapporter, si vous voulez, cette subvention au résultat pour qu'elle soit imposée.
Bien entendu, mes amis, entre autres produits, on peut citer également les dégrèvements d'impôts. D'accord? Donc, on va dire, vous avez été imposé au cours des exercices antérieurs, vous avez introduit des recours, des réclamations, et puis, si votre requête est fondée, on va vous dégréver, c'est-à-dire on va vous rembourser les impôts et les taxes qu'on a mis à votre charge au cours des exercices antérieurs. Mes amis, ce produit-là contribuera à la formation du résultat imposable dans la mesure où les charges d'impôts que vous avez déjà payées étaient déductibles. D'accord? Donc, souvenez-vous, il y a toujours cet équilibre entre charges déductibles et produits imposables. Par contre, si les rappels d'impôts que l'on a mis à votre charge au cours des exercices antérieurs, s'il ne constitue pas des charges déductibles fiscalement, le produit lui-même n'est pas imposable également fiscalement. D'accord, mes amis? Et puis, bien entendu, globalement, ce sont ceux-là les produits les plus connus, mais par ailleurs, on pourra retrouver dans le compte 75 tout ce qui est autres produits de gestion courante que l'on qualifiera comme tel le moment venu. Donc voilà mes amis, cette masse-là, ce bloc-là que nous avons évoqué à l'instant, bien entendu, il a en quelque sorte son vis-à-vis. Comme dit le proverbe, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut bien casser des œufs pour faire des omelettes. Les omelettes, c'est les produits et les œufs que l'on va casser, si vous voulez, c'est ce qui constitue en quelque sorte les charges. Parfait mes amis, maintenant nous allons évoquer globalement et rapidement, synthétiquement, quelles sont les conditions de déductibilité au plan fiscal des charges. Mes amis, la doctrine fiscale reconnaît généralement 4 conditions pour la déduction de ces charges. La première des conditions, il faut qu'elle soit exposée dans l'intérêt de l'exploitation de l'activité de l'entreprise. D'accord, mes amis? Donc, les charges propres aux dirigeants, à l'exploitant individuel ne vont pas rentrer, si vous voulez, dans le calcul du résultat. Parfait. La deuxième condition, mes amis, il faudrait que ça se traduise par une diminution de l'actif net. C'est-à-dire, toute charge est en réalité une diminution de l'actif net. Raison pour laquelle, si vous acquérez, par exemple, mes amis, une immobilisation, ça va être dans la classe 2, et bien entendu, il y aura une sortie de trésorerie, par exemple, dans le 512. Ici, il n'y a pas de charge immédiate du mois, mes amis, parce qu'il y aura probablement et sûrement il y aura une charge, mais ce sera une charge étalée par le biais des amortissements. Puis, troisième condition, mes amis, il faut que la charge soit comptabilisée et justifiée. C'est-à-dire, comptabilisée, elle doit être enregistrée dans les journaux de la société et elle doit être justifiée. C'est le principe d'évidence des faits. Vous devez avoir la pièce justificative relative à l'opération, relative à la charge. Enfin, dernière condition, mes amis, il faudrait que la charge concerne l'exercice en cours, d'accord? Donc, les charges des exercices antérieurs ne sont pas déductibles et les charges des exercices à venir ne seront pas déductibles, bien entendu, en application du principe que l'on appelle séparation des exercices ou bien principe de rattachement. Donc, voilà, mes amis, globalement, donc, pour un petit peu savoir si une charge est déductible ou non, nous allons la mettre à la loupe, en quelque sorte, des 4 conditions que nous venons d'évoquer. Maintenant, globalement, quel type de charge on peut rencontrer dans les entreprises de transformation, dans les entreprises d'achat-revente, dans les entreprises de prestation, dans les entreprises du bâtiment d'une manière générale? On pourra, mes amis, catégoriser ces charges en 2 grandes parties. La première partie, ce sont les charges décaissables. Par charge décaissable, mes amis, on entend des charges qui nécessitent une sortie de trésorerie. D'accord? Donc, nous allons citer les plus importantes. Peut-être nous allons sauter quelques-unes, mais nous allons citer les plus importantes que l'on connaît. D'abord, mes amis, nous avons les consommations. D'accord? Donc, les consommations de marchandises, si nous sommes dans une entreprise
entreprise d'achat-revente, les consommations de matières premières si nous sommes dans une entreprise de production ou de prestation de services, et les autres approvisionnements également, ça constitue, si vous voulez, des consommations. Globalement, mes amis, il n'y a pas de restriction à la déduction de ces consommations, bien entendu, à l'exception des lots peut-être qui peuvent être prélevés par l'exploitant individuel ou par les dirigeants, les associés d'une société pour leurs propres besoins, d'accord? Donc ça ne va pas, si vous voulez, contribuer à la formation du chiffre d'affaires, raison pour laquelle il faudra réintégrer la charge en question. Par réintégration, donc on entend réinjection, d'accord? Donc globalement, c'est ce que nous pouvons dire pour ce qui est des consommations. Nous avons les rémunérations des tiers, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on paye pour les autres, c'est-à-dire les personnes, les entreprises, d'une manière générale, les individus qui ne font pas partie du personnel de l'entreprise. Donc on pourra citer les sous-traitances, les honoraires, etc., tout ce qui est dans les comptes 61 et 62. Et puis nous avons ce qu'on appelle les frais du personnel, d'accord mes amis? Le personnel, donc si vous voulez, les employés, les salariés qui sont liés à l'entreprise, à la société par un contrat de travail, donc qui prouve une certaine subordination. L'employé apporte son travail physique ou intellectuel au profit de l'entité, laquelle s'engage bien entendu à le rémunérer. Donc ça ne pose pas de problème mes amis, les salaires qui sont bien entendu justifiés, qui sont soumis aux cotisations de la sécurité sociale, donc qui sont déductibles plus normalement. Pour les salaires des dirigeants, des gérants, mes amis, il y a bien entendu une question de contrôle. Il faudrait que les rémunérations de ces gérants, de ces dirigeants soient effectives. Il faut qu'elles correspondent à un travail effectif et il ne faut pas qu'elles soient exagérées. Sinon, le fisc, mes amis, il peut procéder à des réintégrations totales ou partielles de ces charges du personnel. Puis, nous avons les impôts et taxes, mes amis, d'accord? Donc, les impôts et taxes d'exploitation sont déductibles à partir du moment où ils sont mis à la charge de l'entreprise. Donc, je pense directement à la taxe sur l'activité professionnelle qui constitue une charge déductible. Je pense aux droits d'enregistrement, je pense aux droits de timbre, je pense aux vignettes automobiles, je pense à la taxe foncière. Donc, d'une manière générale, toutes ces impositions, toutes ces taxes, tous ces impôts ouvrent droit à la déduction pour la détermination du résultat imposable. Notez, mes amis, qu'il faut exclure de la déduction d'une part la taxe de formation continue et la taxe d'apprentissage, ainsi que la taxe sur les véhicules des sociétés. Bien entendu, si vous êtes dans une société, par exemple, vous constatez bien l'IBS dans le compte 695, mais mes amis, il faut le réintégrer parce qu'un impôt n'est pas déductible de lui-même. Faut-il encore citer le cas de la TVA qui, en principe, ne constitue pas une taxe déductible puisqu'elle est seulement collectée par la société et reversée au trésor, d'accord? Et l'entreprise qui la paye, bien entendu, ça constitue pour elle une créance ouverte envers le trésor. Elle aura la faculté de déduire, de récupérer cette TVA au moment, bien entendu, de la vente périodiquement, au plus tard le 20 de chaque mois. Donc, mes amis, nous avons les frais de recette. Excusez-moi, juste, je vous interromps juste une petite minute avant de changer de chapitre. Vous venez d'aborder tout ce qui est déductible par rapport au véhicule et ce qui ne l'est pas par rapport à la taxe de véhicule neuf. Qu'en est-il par rapport au contrat d'assurance? Est-ce que le montant est déductible ou non? Mais également par rapport aux charges de réparation et les charges de carburant des véhicules. Merci beaucoup pour cette question pertinente, mon cher ami.
Donc, en effet, les taux se resserrent un petit peu sur les véhicules de tourisme. La loi a tendance un petit peu à soit carrément interdire la déduction de certaines charges, soit à limiter certaines d'entre elles. Donc, pour rappel, depuis maintenant pratiquement 10 ans, déjà, l'amortissement des véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal d'exploitation est plafonné à 1 million de dinars. Et puis, souvenons-nous, il y a de cela seulement 3 années, on va dire, en 2018, la loi de finances pour 2018 a justement apporté une modification, a restreint en quelque sorte, a limité, plutôt interdit carrément la déduction des frais de réparation, d'entretien et de loyer des véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal d'exploitation. Ça a été modifié en insérant dans l'article 141, alinéa 7 du Code des impôts directs, justement, cette disposition qui l'interdit. Mais pour ma part, mes amis, je voudrais bien, plutôt je préfère mieux m'en tenir au texte tel qu'il est précisé. D'accord? Donc, entretien, réparation et loyer. Donc, on n'a pas cité les frais d'assurance, on n'a pas cité la vignette auto qui est propre également aux véhicules de tourisme et on n'a pas cité également le carburant qui est consommé par ce même véhicule de tourisme. Donc, je m'en tiens à ce qui est cité dans l'article 141, alinéa 7. Donc, oui, les frais d'assurance des véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal d'exploitation est déductible plus normalement. Citons au passage que certains véhicules de tourisme ouvrent bien droit à la déduction de ces frais, d'accord? Quand bien même il s'agit de véhicules de tourisme, souvenez-vous, le chiffre du milieu commence par 1 pour les véhicules de tourisme. Il s'agit plus précisément des sociétés de transport de malades, il s'agit des sociétés de taxi, il s'agit des sociétés de location de voitures, d'accord, et des sociétés d'auto-école. Vous voyez bien, ici, comme le véhicule constitue carrément l'outil, d'accord, de réalisation du chiffre d'affaires, on ne peut pas ignorer ces charges. D'accord? Donc, globalement, c'est ça. J'espère avoir répondu à votre question. Très clair. Pour les frais de réception, mes amis, pour les frais de réception, jusqu'à 1998, ils étaient limités à 1% du chiffre d'affaires sans dépasser 300 000 dinars. Mais cette loi de finances pour 1998 a déplafonné, si vous voulez, ces frais de réception. On vous dit que désormais, la seule condition, c'est que ces frais de réception soient liés à l'exploitation de l'activité de l'entreprise. Puis nous avons les frais de sponsoring, mes amis, souvenez-vous, la loi plutôt plus précisément le Code des impôts directs dans son article 169.1, il vous dit que les frais de sponsoring sont déductibles dans la limite de 10% du chiffre d'affaires sans dépasser, bien entendu, 30 millions de dinars. Même chose pour les cadeaux publicitaires, ils sont déductibles dans la limite de 500 dinars, bien entendu TTC, parce que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible pour ce type de cadeau publicitaire. Donc, tout ce qui est dépensé au-delà de 500 dinars par article, par cadeau publicitaire, vous devez le réintégrer au résultat fiscal, bien entendu, sans limitation dans le nombre. Nous avons aussi les dons aux associations humanitaires, mes amis, qui sont déductibles, mais seulement dans la limite de 2 millions de dinars. Donc, si vous consentez des dons pour des montants qui dépassent 2 millions de dinars, eh bien, la quote-part qui dépasse les 2 millions, il faudra les réintégrer au résultat fiscal. Donc, nous avons, si vous voulez, également les frais de siège qui sont déductibles dans la limite de 1%, souvenez-vous. Nous avons également les frais d'assistance technique, souvenez-vous, la loi de finances pour 2019 les a limités à 5% du chiffre d'affaires sans dépasser 20% des frais généraux et 7% du chiffre d'affaires pour ce qui est, bien entendu, des bureaux d'études d'une manière générale. Citons également les frais de recherche et développement, mes amis, qui n'ont pas le même traitement que le traitement comptable. En fiscalité, on vous
dit qu'ils sont déductibles à raison, si vous voulez, à concurrence de 10% du résultat imposable sans dépasser 100 millions de dinars c'est-à-dire de leur montant. Bien entendu, c'est la quote-part qui dépassera 100 millions de dinars, il faudra la réintégrer au résultat fiscal. Et bien entendu, pour la déduction de ces frais de recherche et développement, mes amis, vous devez bien entendu réinvestir dans les mêmes opérations de recherche et développement, ces mêmes frais. Maintenant, voilà pour les charges décaissables. Nous avons dit, ce sont des charges qui nécessitent des sorties de trésorerie, d'accord? Donc, soit par caisse, soit par banque. Mais là, mes amis, nous avons une autre catégorie de charges qui ne nécessitent pas cette sortie de trésorerie, on les appellera des charges calculées. Donc essentiellement, nous avons, mes amis, deux catégories, d'accord? La première catégorie, c'est les amortissements. Donc l'amortissement, c'est quoi? Même s'il n'est pas défini en tant que tel au plan fiscal, nous pouvons recourir aux définitions du système comptable financier SCF qui vous dit que l'amortissement est relatif, si vous voulez, à la consommation des avantages économiques liés à l'utilisation d'un actif. C'est aussi la répartition systématique de la valeur d'un actif sur sa durée d'utilisation. Donc, mes amis, là aussi, il y a une doctrine fiscale, si vous voulez, qui limite en quelque sorte ces amortissements, qui pose en quelque sorte des conditions pour la déductibilité au plan fiscal. On vous dit que, bien entendu, pour qu'ils soient déductibles, les amortissements doivent porter sur des équipements qui sont soumis à dépréciation. Raison pour laquelle, par exemple, nous n'allons pas amortir un terrain, à moins qu'il ne constitue un gisement, d'accord? Un minerai, par exemple. Donc, là aussi, on vous dit qu'il faut que l'amortissement soit pratiqué sur le coût d'acquisition de l'immobilisation, c'est-à-dire de l'actif en question. Là, on vous dit également qu'il y a des durées d'usage au plan fiscal, même si on ne les retrouve pas, si vous voulez, dans les textes, on peut les retrouver dans une instruction aussi vieille que pratiquement 30 ans, de 1992. Donc l'instruction de l'IBS de 1992 a donné à titre indicatif quelques taux d'amortissement. Exemple pour par exemple, les installations techniques, les matériels et les outillages, par exemple, c'est, on va dire, de 5 à 10 ans. Pour par exemple, 20 à 50 ans pour les immeubles. Pour l'immobilier de bureau, par exemple, c'est 10%, etc. D'accord? Donc, bien entendu, nous avons déjà cité juste avant le cas particulier des véhicules de tourisme. Donc, dans la base amortissable, nous avons dit, ne peut pas dépasser 1 million de dinars. Et puis, depuis 2010 aussi, nous avons connu une nouveauté, c'est les éléments de faible valeur, mes amis. La loi fiscale a limité à 30 000 dinars l'immobilisation. Tant qu'une immobilisation ne dépasse pas 30 000 dinars, on vous dit qu'on peut la considérer comme étant une charge de l'exercice. On pourra l'accepter comme étant une charge, une consommation de l'exercice, c'est-à-dire nous n'avons pas à élaborer un plan d'amortissement pour certaines machines de bureau, par exemple, qui ne valent pas la peine. Je pense par exemple aux imprimantes, aux calculatrices, aux chaises, par exemple, dont la valeur, nous avons dit, ne dépasse pas 30 000 dinars l'unité. Donc, par rapport, mes amis, au mode d'amortissement, en fiscalité, on reconnaît trois méthodes d'amortissement. Nous avons l'amortissement linéaire qui est un mode d'amortissement par défaut, d'accord? Nous avons dit qu'en comptabilité, l'amortissement reflète le rythme de consommation des avantages économiques liés à un actif. Mais si vous ne pouvez pas déterminer avec précision, si vous ne pouvez pas connaître ce rythme de consommation des avantages économiques, on va opter, si vous voulez, par défaut pour la méthode linéaire qu'on appelle également amortissement constant. D'accord?
Et puis, nous avons depuis 1989, mes amis, un nouveau mode d'amortissement qu'on appelle le progressif, plutôt le dégressif d'abord. Le dégressif, donc, c'est un mode d'amortissement fiscal qui a pour objectif de récupérer au cours des premières années l'essentiel de la valeur d'un actif. D'accord? Donc, au démarrage, je commence mon activité, je n'ai pas encore engrangé beaucoup de revenus, je ne me suis pas installé d'une manière efficace, d'une manière, c'est-à-dire je ne suis pas encore en régime de croisière, je vais déduire l'essentiel de mes dotations aux amortissements, comme ça je ne paierai pas, si vous voulez, des montants importants d'IBS ou d'IRG selon le cas si je suis une entreprise individuelle. D'accord? Là, le dégressif, nous avons dit, il descend crescendo. Par contre, il y a également une troisième méthode qui s'appelle la méthode progressive, c'est-à-dire on va aller doucement, c'est un petit peu comme si l'on montait un escalier, d'accord? Au cours des premières années, nous allons constater des dotations aux amortissements relativement faibles, puis au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, cette dotation aux amortissements va augmenter jusqu'à l'amortissement total à la fin de la durée d'utilité du bien. Donc, mes amis, on pourra par contre citer une autre méthode qui n'est pas reconnue fiscalement, ça s'appelle l'amortissement variable. On l'appelle également l'amortissement selon les unités produites. C'est la plus cohérente, mes amis, parce que c'est cette méthode qui reflète le rythme réel de consommation des avantages économiques, puisque la constatation de la charge est intimement liée à la réalisation du produit. Si vous n'avez pas travaillé au cours d'un exercice, carrément si vous avez mis une machine à l'arrêt, eh bien vous n'avez pas à l'amortir, c'est tout à fait normal parce qu'il est question ici de coordonner entre produits et charges. Mais comme cette méthode n'est pas reconnue, mes amis, en fiscalité, nous devons constater la dotation aux amortissements, combien même une machine n'a pas généré de chiffre d'affaires, n'a pas contribué à la formation du résultat. Bien entendu, en comptabilité, mes amis, vous avez un petit peu cette liberté parce que la comptabilité, nous avons dit, elle tend à représenter l'image fidèle de la situation patrimoniale, de la situation financière et de la situation de trésorerie de l'entité. En fiscalité, c'est un petit peu différent. Donc, l'objectif essentiel de la fiscalité, c'est d'optimiser le niveau des recouvrements fiscaux. D'accord? C'est pour cela d'ailleurs que la fiscalité, elle met en quelque sorte, si vous voulez, son veto, combien même une charge est réelle, mais là, la comptabilité, plutôt la fiscalité, elle vous dit, excusez-moi, je ne peux pas accepter cette charge, c'est bien beau de la constater en comptabilité, mais pour moi, elle va faire fondre ma base fiscale comme neige au soleil, comme on dit, donc je ne vous l'accepte pas, donc il faudra la réintégrer. Donc, globalement, c'est ce que nous pouvons dire, mes amis, pour les méthodes d'amortissement. D'accord? Si, bien entendu, l'amortissement comptable ne correspond pas à l'amortissement fiscal, mes amis, il faut intervenir par la fameuse règle déduction, réintégration que nous retrouvons dans le tableau numéro 9 pour la détermination du résultat fiscal, mes amis. Nous avons dit, si nous n'avons pas constaté une dotation suffisante, nous allons faire une dotation complémentaire. Si nous avons amorti pour un montant excédentaire, nous allons réintégrer. Bien entendu, cet excédent, c'est bien simple, d'accord? Parfois, ça fait intervenir, mes amis, et assez souvent même, la question des impôts différés, donc qui constituent, on va dire, des décalages temporels dans le temps entre la valeur comptable de l'actif et sa base fiscale, d'accord? Donc, ça se joue également à travers les impôts différés que l'on va prendre également en charge dans le tableau numéro 9. Et puis, mes amis, on va citer les provisions, d'accord? Donc, les provisions sont en matière comptable définies comme étant des obligations actuelles nées d'événements passés et dont l'extinction devra se présenter
sous forme de sortie d'avantages économiques. D'accord? Ça, c'est la définition d'un passif d'une manière générale. Mais ce passif pour la provision, mes amis, il a une caractéristique. Quelle est cette caractéristique? C'est que le montant ou l'échéance de ce passif n'est pas déterminé avec suffisamment de certitude. D'accord? Donc, raison pour laquelle, et conformément au principe de prudence, nous devons plutôt prévenir les situations à venir pour éviter de transférer sur les exercices futurs des risques ou bien des charges qui sont nées au cours de l'exercice. D'accord? Souvenez-vous, il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas augmenter ses actifs et ses produits et il ne faut pas sous-estimer ses passifs ainsi que ses charges. C'est la règle, c'est la philosophie des provisions. Bien entendu, les provisions, mes amis, on ne peut pas les constater à tout vent. Il faudrait également qu'elles répondent à certaines questions, à certaines conditions, notamment il faut que la provision, mes amis, je vais vous citer quand même une importante remarque, d'accord? En fiscalité, on continue à parler de provision, par exemple, pour la dépréciation des comptes de stock et de clients. Alors, mes amis, alors que là, il faut parler soit dépréciation, soit perte de valeur, d'accord? Parce que le SCF, il a fait le distinguo net et précis, d'accord? Les provisions, c'est seulement pour les dettes futures, d'accord? Donc, c'est pour les pertes et les charges à venir. Par contre, pour la dépréciation des comptes de stock et de clients, il faut parler de perte de valeur ou dépréciation. L'IAS fiscale parle encore, si vous voulez, de provision pour dépréciation des éléments de stock et de clients, mais c'est impropre, mes amis. J'espère que dans les années à venir, la DGI se ressaisira pour corriger en quelque sorte ces petites coquilles, on va dire, qui sont glissées dans les états financiers, dans la liasse fiscale plus précisément. Donc, on ne peut pas, par exemple, dire je vais constater une provision, ma'lish, on va utiliser ce mot, même s'il est impropre, une provision pour dépréciation d'un stock. Il faudrait bien préciser quel stock. D'accord? On ne pourra pas constater une provision pour un stock, on va dire global, indéfini, mais il faudra préciser article par article. Même chose pour ce qui est des clients. D'accord? C'est les clients Ahmed, c'est la cliente Zohra, c'est le client Ahmed, etc. D'accord? Donc il faudra bien entendu présenter un dossier solide pour ce qui est des provisions, nous avons dit pour dépréciation de compte client. Il faut notamment un dépôt de plainte à la justice, etc. Il faut estimer avec une estimation suffisante le taux de non-recouvrement de la créance, etc. Et puis, il faudra la suivre, cette provision, naturellement. Et bien entendu, il faudra que la provision, mes amis, soit rattachée à l'exercice. D'accord? On ne pourra pas prendre des provisions sur des événements éventuels à venir qui n'ont aucune relation avec l'exercice en question. Et puis, du côté de la forme, mes amis, pour qu'une provision soit admise en déduction, il faut qu'elle soit comptabilisée et elle doit figurer dans le relevé des provisions qui est annexé à l'alias fiscal. Mes amis, je vais citer juste ces quelques exceptions. Donc, les banques qui accordent des prêts à moyen et à long terme à leurs clients peuvent exceptionnellement admettre dans leur comptabilité la déduction d'une provision égale à 5% du montant, si vous voulez, des prêts accordés à leurs clients, d'accord, à moyen et à long terme. Nous avons également les entreprises qui consentent des crédits à leurs clients pour les travaux qu'elles ont réalisés à l'étranger. Ces entreprises également peuvent constituer une provision de 2%. Et bien entendu, les entreprises d'assurance peuvent admettre également en charge dans leur compte de résultat
les polices d'assurance à l'occasion de leurs activités régulières, naturellement. Bien entendu, mes amis, après cela, donc nous avons parlé, bien entendu, des produits. Il y a également quelques produits, nous avons dit qu'il faut retrancher pour la détermination du résultat fiscal. D'accord? Je parle notamment exemple des dividendes reçus des filiales qui ne sont pas imposables chez la société récipiendaire. Je parle, par exemple, je pense, j'allais dire, aux produits boursiers qui, bien entendu, sont exonérés pour la détermination du résultat fiscal. D'accord? Globalement, ce sont les déductions qu'il faudra opérer en extra-comptable. D'accord? Nous avons également les produits financiers liés au placement si vous voulez, à plus de 5 ans. Là aussi, les intérêts générés ne sont pas imposables à l'impôt sur le bénéfice. Donc, suivez-moi mes amis. Nous avons dit que dans un premier temps, nous obtenons un résultat fiscal en partant du résultat comptable auquel on va rajouter les charges non déductibles et desquelles on va soustraire les produits non imposables. Là, on va arriver à la station résultat fiscal. Mais nous n'avons pas encore atteint la station résultat imposable, laquelle est marquée par le résultat fiscal, bien entendu, duquel on va déduire ce qu'on appelle les reports déficitaires. Souvenez-vous, mes amis, l'article 147 du Code des impôts directs nous autorise à déduire jusqu'à la 4e année consécutive un déficit dégagé au cours d'une année, par exemple. D'accord? J'ai, par exemple, en 2019, un déficit de 1000. En 2020, j'ai, par exemple, un bénéfice de 500. Donc, je ne vais pas payer d'impôt IBS en 2020 parce qu'il me reste encore 500 de déficit à répercuter sur les 3 années à venir, d'accord? Donc, à savoir 21, 22 et 23. Si à l'issue de l'année 2023, je n'ai pas dégagé suffisamment de profit à même de résorber le premier déficit de 2019, eh bien, il est perdu définitivement. Donc, voilà globalement, mes amis, nous avons essayé de faire le tour d'horizon, comme nous avons dit, il est pratiquement impossible en 1 heure. Cette formation, je l'assure moi-même, pratiquement en 3 jours, et nous ne faisons qu'effleurer pratiquement certains sujets. Donc, en réalité, c'est une formation de plus longue durée qui va nécessiter, on va dire, minimum 50 heures pour un petit peu toucher aux aspects essentiels de la formation du résultat imposable. Mais sinon, j'espère pouvoir quand même répondre à certaines questions posées par nos amis. Je vois ici déjà à la droite de mon écran quelques questions. Sinon, si mon ami Akram a noté quelques-unes, donc allez-y Akram. Effectivement, M. Touaré, merci pour l'intervention et pour les informations surtout données en matière de déductibilité des charges. Là, si vous le permettez, on passe aux questions. Alors, pour la première que j'ai retenue, pour demander, bon, ça parle toujours d'IBS, mais par rapport au remboursement de l'excédent, est-ce qu'il faut attendre la circulaire de la LF 2021 ou est-ce que c'est applicable? À ma connaissance, c'est applicable à Akram, puisque la loi de finances, elle est claire. C'est vrai, par rapport à j'allais dire, à certaines procédures, on va voir, même au niveau de la direction générale des impôts, il n'y a pas, si vous voulez, cette note, cette circulaire, mais les sociétés qui dégagent un excédent, elles peuvent désormais faire leur demande auprès du service gestionnaire qui peut être le CDI, qui peut être l'inspection, voire même la DGE dans certains cas. Mais mes amis, comme je vous remercie pour la question, Akram, elle est pertinente, vous devez quand même continuer à imputer votre excédent sur les acomptes à venir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cela ne veut pas dire que si vous faites une demande de remboursement de l'excédent de versement, que vous allez cesser d'imputer cet excédent sur les acomptes à venir. Parce que là, c'est la règle, d'accord? Puis cette demande de remboursement, si vous voulez, elle est facultative.
Elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, comme vous pouvez le faire en parallèle. Là, vous pouvez faire les deux. D'accord? Comme ça, au moins, si le remboursement tarde à venir, vous aurez quand même imputé une partie, voire même la totalité de votre excédent sur les acomptes à venir. Vous m'avez compris? Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc, Oui. donc les entreprises peuvent désormais introduire leur demande en attendant. Parfait. Autre question par rapport au traitement fiscal d'un produit qui provient d'une location à titre occasionnel, bien évidemment avec un acte notarié. Est-ce que, bon, sachant que le bureau figure dans l'actif de la société, est-ce que c'est déductible, est-ce que ça rentre, est-ce que c'est un produit ou non à mentionner qui entre dans le calcul de l'IBS? Merci mon cher ami. Nous avons parlé justement en parlant en évoquant le 708, ça constitue un chiffre d'affaires, mes amis, d'accord? Et tout ce qui constitue un chiffre d'affaires, il est systématiquement soumis à la TAP au taux de 2%, d'accord? À la TVA au taux de 19%. En plus, la société qui loue un bien, c'est-à-dire qui le donne en location, elle doit en plus de cela établir une facture commerciale, d'accord? Donc l'acte notarié est un acte civil, ok? Mais en plus de cela, la société doit établir, bien entendu, une facture commerciale. Et bien entendu, en contrepartie, les frais d'entretien et de réparation des locaux donnés en location ouvrent bien droit à la déduction au plan fiscal. D'accord? Donc, encore une fois, souvenez-vous, à chaque fois que vous parlez TAP, TVA, mettez-vous une chose dans la tête. Est-ce que ce produit constitue un chiffre d'affaires, oui ou non? Si ça constitue un chiffre d'affaires, TAP, TVA. Sinon, ce n'est pas un chiffre d'affaires. Exemple, je reçois une pénalité de marché sur la réalisation, par exemple, on va dire, d'un projet. Mon fournisseur de travaux n'a pas terminé les travaux à la bonne date, donc je lui retiens, on va dire, une pénalité contractuelle. Cette pénalité contractuelle, ça va être une charge déductible pour lui et ça va être un produit imposable pour moi. Là, ce n'est pas un chiffre d'affaires. Ça va constituer un autre produit des activités ordinaires, mais ça ne va pas constituer un chiffre d'affaires, donc pas de TAP et TVA. Donc souvenez-vous, c'est une règle en or, si c'est un chiffre d'affaires, TAP et TVA. La même chose pour les déchets et rebut, je vois la question ici, d'accord, de Atman Kamel. La vente de déchets et rebut issus du processus de transformation industrielle constitue bien un chiffre d'affaires. Donc également TAP au taux de 1% parce qu'il s'agit bien entendu ici d'une entreprise industrielle puisqu'elle transforme. Et la TVA également, comme souvenez-vous, la loi de finances pour 2021, elle a ramené à 9% au lieu de 19% le taux d'imposition de certains déchets, notamment plastique, des déchets en métaux, déchets en papier, carton, etc. D'accord? Donc je vous renvoie à la loi de finances pour 2021 qui a modifié l'article 9 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Donc, on va dire d'une pierre deux coups, nous avons répondu à ces questions. Allez-y, Akram. Parfait. Autre question, si vous le permettez, si c'est possible, juste d'une manière assez brève, s'il vous plaît, Monsieur Touahré, parce qu'il y a quand même une dizaine de questions qui restent. Par rapport aux pénalités de retard sur une créance, est-ce qu'il faut réintégrer dans le résultat fiscal? La question a été déjà évoquée, c'est une pénalité contractuelle, c'est une pénalité de marché, elle ne constitue pas une infraction à la réglementation légale. Donc la Direction générale des impôts a répondu à la Sonelgaz par rapport à cela. Elle vous dit que les pénalités contractuelles sont déductibles pour l'entreprise qui les paye. Et ça constitue un produit imposable pour la société qui les reçoit. Travaux d'aménagement des locaux, est-ce que c'est amortissable? Lorsque c'est dédié à l'exploitation, oui, c'est amortissable.
Par contre, si vous aménagez par exemple un appartement, si vous aménagez, j'allais dire, une cafétéria, un foyer, etc., ça ne concourt pas directement à la réalisation de l'activité principale de l'entité, de l'entreprise, de la société. Donc, dans ce cas, ce n'est pas déductible. Donc, mettez-vous en tête, excusez-moi, il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. D'accord? Apprenez le cadre conceptuel de la fiscalité comme en comptabilité d'ailleurs, mes amis. D'accord? Une fois nous avons retenu le principe, toutes les situations peuvent être résolues d'une manière systématique et d'une manière automatique. Allez-y, mon ami. Merci beaucoup. Les quotes-parts par rapport aux œuvres sociales, est-ce qu'elles sont déductibles? Par rapport aux œuvres sociales, le pourcentage des œuvres sociales à reverser. Oui, les œuvres sociales, puisqu'elles sont édictées par un texte légal, réglementaire, les fameux 2% qui vont directement au fond des œuvres sociales, plus le 1%, comme vous le savez, qui sont répartis entre la retraite anticipée et le logement, c'est déductible le plus normalement puisque c'est prévu par un texte réglementaire. Par contre, tout ce qui est volontaire, tout ce qui est, j'allais dire, tout ce qui constitue des libéralités, par exemple une mutuelle qu'une société décide d'attribuer, par exemple, pour financer un petit peu certaines activités ou bien certaines, j'allais dire, prestations sociales de leurs employés, quand c'est donné d'une manière libérale, d'une manière volontaire, ça ne constitue pas tant que ce n'est pas une obligation légale pour la société. Donc le 634, contribution de l'entreprise aux œuvres sociales, constitue bien une charge déductible fiscalement. Parfait, merci beaucoup. Autre question également par rapport aux écarts d'inventaire. Est-ce qu'ils sont déductibles pour les écarts négatifs et imposables pour les écarts positifs? Oui, mon cher ami. Lorsqu'il s'agit d'un écart positif, il faut l'imposer. Mais par contre, lorsque l'écart n'est pas justifié, il faut le réintégrer et reverser la TVA en plus. Lorsque l'écart n'est pas justifié, d'ailleurs, c'est par prudence, il faut toujours le réintégrer. Tant que vous ne pouvez pas justifier un écart, les seuls écarts qui sont admis en fiscalité sont les pertes liées au processus de production. Vous, par exemple, vous transformez des liquides, il y a évaporation. Vous êtes, par exemple, une semoulerie sur un sac de 50 kg, vous pouvez perdre 1 kg, par exemple, par sac. On va dire que c'est un pourcentage de 1, 2 jusqu'à 3%, c'est toléré. Ça ressort d'ailleurs dans ce qu'on appelle les essais de production que les vérificateurs fiscaux font au moment des contrôles qu'ils effectuent au niveau des entreprises. D'accord? Donc, ce qui constitue une barre, j'allais dire, un montant raisonnable lié à la transformation, c'est déductible plus normalement. Mais tout ce qui dépasse et tout ce qui ne peut pas être justifié raisonnablement par l'entreprise, il faut par prudence le réintégrer et reverser la TVA qui a grevé les pertes en amont, parce que ça ne va pas générer de toute façon un chiffre d'affaires aval qui va résorber cette TVA déduite en amont. Parfait, merci beaucoup. Par rapport à une société qui est déficitaire mais qui a déjà payé les 3 acomptes de l'IPS, est-ce qu'elle va payer le minimum ou est-ce que c'est déduit ou est-ce que les acomptes sont déduits? Le minimum d'imposition, bien sûr, il est dû, même en période déficitaire, d'accord? C'est dû, ça s'appelle d'ailleurs un minimum d'imposition. Mais si les 10 000 dinars qu'elle va payer à titre de minimum d'imposition, il va servir plus tard pour le décompte des imputations à venir. Voilà, j'ai payé 10 000 dinars déjà, voilà, je vais les imputer sur les acomptes à venir. D'accord? Donc, c'est dû, on doit les payer, mais ça constitue, si vous voulez, un montant imputable sur les acomptes à venir. Merci. Par rapport au calcul du montant d'IPS, dans le cas d'un chiffre d'affaires produit et prestations de services réalisés en commun, sachant que le taux est différent, comment faire pour calculer le montant d'IPS? Question pertinente, mon ami.
en fait, il y a une note très explicative de la DGI. D'ailleurs, vous pouvez retenir les coordonnées de la dame ou du monsieur qui a posé la question. Nous pouvons lui faire parvenir cette note, d'accord? Donc, il n'y a pas lieu, si vous exercez deux activités avec un seul et même registre de commerce, de séparer les comptabilités. Surtout lorsque nous sommes une société. Mes amis, c'est certains comptables, certains praticiens commettent cette erreur que je vais qualifier, disons-le, d'impardonnable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas séparer deux comptabilités d'une société qui a un seul et même capital. À la limite, si c'était une entreprise individuelle, je peux constituer autant d'antennes, autant d'établissements, autant de commerces que je veux. Mais si je suis une société et que je crée des établissements un peu partout à travers le territoire national, il n'y a qu'une seule entité, qu'il y a plusieurs établissements. D'accord? Donc, il y a centralisation. Donc, je centralise, je fais d'abord mon bilan unique avec un bilan, avec un compte de résultats. On va citer, bien entendu, comme vous le savez, dans l'alias fiscal, il y a 13 tableaux annexes. Bilan, compte de résultats et 13 tableaux annexes, dont un est très important, c'est le fameux tableau numéro 9. Donc, pour cette société, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire son jeu d'état financier unique avec un bilan compte de résultats et un tableau 9 globaux. Puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Avec des techniques analytiques, même rudimentaires, elle va scinder le compte de résultats en deux comptes de résultats. D'une part, vous avez la production, d'autre part, vous avez la prestation de service, donc les produits de l'une et les produits de l'autre, et les charges de l'une avec les charges de l'autre qu'on va répartir, qu'on va ventiler avec ce qu'on appelle des clés de répartition. À défaut de clés de répartition, bien entendu, si nous ne tenons pas une comptabilité analytique formalisée, mes amis, utilisez le chiffre d'affaires comme critère pour la ventilation des charges. Et bien entendu, les produits, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce que ça apparaît déjà en comptabilité. Tout ce qui est 706, c'est de la prestation. Tout ce qui est 701, c'est de la production. Reste un petit peu le problème de ces charges. Il faut les ventiler de manière à aboutir à deux résultats spécifiques. D'accord? Résultat net production, résultat net prestation. Si nous les additionnons, nous remontons au résultat unique. Faites la même chose, mes amis, avec le tableau numéro 9, parce qu'il est important aussi, avec le jeu des réintégrations et déductions. Avec ça, l'administration fiscale va vous accorder l'imposition de chacune des activités à son taux spécifique. Production, c'est du 19%, prestation, c'est du 26%. Si vous ne faites pas ça, mes amis, vous serez imposé au taux le plus élevé, à savoir 26%. Merci, M. Touareg. Avant-dernière question, est-ce que les factures à recevoir sont déductibles? Pour ce qui est des charges, mes amis, on va les appeler des charges à payer. D'accord? Les charges à payer, malheureusement, elles ne sont pas déductibles tant que nous n'avons pas encore reçu la facture. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle en comptabilité les charges à payer, c'est-à-dire ça ne correspond ni à une dette certaine, ni à une provision. Est-ce que vous êtes d'accord? Exemple, j'ai l'habitude de travailler avec mon comptable Akram. Pour l'année, on va dire l'année 2020 qui vient de s'écouler, je n'avais pas encore reçu sa facture d'honoraires. Et comme j'ai l'habitude qu'il me facture, on va dire 300 000 dinars, fais-moi Akram, 300 000 dinars, c'est bon. Ça marche, mais il se trouve que je n'ai pas encore reçu votre facture. Je vais la comptabiliser en comptabilité au crédit d'un compte qu'on appelle le 408 facture à recevoir pour respecter le principe d'indépendance des exercices, pour respecter le principe de rattachement des charges et des produits. Mais là, en fiscalité, on vous dit, mes amis, tant que vous n'avez pas présenté la facture, celle-ci n'ouvre pas droit à la déduction. Donc là, on va réintégrer le fameux impôt différé actif l'année au cours de laquelle on va recevoir la facture. On va déduire, on va inverser le fameux impôt différé actif et j'aurai réglé la situation. Parfait, merci beaucoup. Dernière question, car là, nous dépassons l'heure prévue par rapport aux prestations faites entre les entités du même groupe, par rapport au code par location, dépôt, consommation, salaire en commun.
Quel est le traitement réservé, d'une manière générale? Je n'ai pas très bien compris la question. La question est assez vague, c'est par rapport aux prestations qui ont été faites, accomplies entre les entités du même groupe, Très bien. par rapport aux consommations, aux salaires en commun et aux locations de dépôt, qui couvrent plusieurs entités du même groupe. En fait, Comment faire pour calculer l'IBS? nous sommes dans une optique de groupe de société, d'accord? Tout en gardant l'autonomie de chaque société, en réalité, le groupe, mes amis, il n'a pas de personnalité morale en réalité. Il a une personnalité économique seulement. Donc, ces entités d'un même groupe se prestent entre elles, d'accord? Il y a des opérations entre elles. Bien entendu, les dettes et les créances, ils vont se neutraliser au niveau du groupe, au niveau de la société consolidante, ça va se neutraliser entre elles, d'accord? Mais il y a des factures d'achat, de vente, de mise à disposition du personnel, comme s'il s'agissait d'entités externes, d'accord? Bien entendu, il y a des avantages pour les opérations intragroupes. Nous avons dit qu'il n'y a pas de TVA, nous avons dit qu'il n'y a pas de TAP, nous avons dit qu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value de cession d'équipements entre filiales et sociétés mères ou entre filiales d'un même groupe. D'accord? Il n'y a pas de droit d'enregistrement à l'occasion des transactions intragroupes. Mais bien entendu, pour le reste, c'est la même chose. Il faut neutraliser également le profit, le gain qui est réalisé entre entités d'un même groupe dans la mesure où nous avons dit ce profit, ce gain, ce résultat n'est pas économiquement réalisé. D'accord? Globalement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de la consolidation c'est la consolidation par la méthode de l'intégration globale. D'accord? C'est d'ailleurs l'unique méthode qui est reconnue en fiscalité. Je vous renvoie à l'article 138 bis du Code des impôts directs. Merci beaucoup, M. Touhani. Nous avons fait le tour des questions. Malheureusement, il y a certaines questions qui n'étaient pas forcément en relation directe avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'invite les adhérents qui ont posé les questions, qui n'ont pas eu de réponse, à nous contacter par mail à l'adresse CCIF pour une prise en charge de leurs préoccupations. Je vous remercie encore une fois, M. Touhani, pour votre disponibilité, pour la richesse de ces informations. Je remercie les participants qui ont répondu présents et je vous cède le dernier mot. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de diagnostic export avec les nouveaux textes réglementaires, notamment le règlement de la Banque d'Algérie par rapport aux domiciliations bancaires de l'exportation, par rapport à la perception et la rétrocession des recettes en devises. Donc, nous allons aborder cette thématique par rapport au diagnostic lundi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite le dernier mot, M. Touhani. Excusez-moi, Akram, juste une question de Atman Kamel qui parle apparemment d'arrêt de l'amortissement. En matière fiscale, ce n'est pas admis, mes amis. Il n'est pas autorisé, il n'est pas permis de différer l'amortissement d'une année sur l'autre lorsque nous n'avons pas dégagé suffisamment de profit ou si nous avons carrément enregistré un déficit. En fiscalité, vous devez constater l'amortissement fiscal, l'amortissement comptable bien entendu, ça doit être la même chose, combien même il n'y a pas de profit, combien même vous êtes en déficit. Toute dotation aux amortissements qui n'est pas constatée au cours de l'année, vous perdez la possibilité, la faculté de la déduire ultérieurement. Revenons au principe que nous avons évoqué, nous avons dit il y a une seule situation en comptabilité seulement, pendant laquelle nous avons la possibilité de ne pas constater l'amortissement, c'est lorsque nous optons pour le mode de l'amortissement selon les unités produites. Parce que la charge, elle est liée directement au produit. En dehors de ce cas, en comptabilité, nous devons toujours constater l'amortissement. En fiscalité, alors là, même en matière du Code de commerce, article 718, il nous oblige de constater cette dotation aux amortissements, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Sur ce, je vous remercie, Akram. Ça a été un plaisir et une joie immense de partager ces moments avec vous. J'espère que ce n'est qu'un au revoir.
J'espère que l'on va fixer un autre rendez-vous autour d'autres thématiques que nos chers participants vont nous proposer. D'ici là, je vous dis Saha Sahorkoum, Saha Siamkoum, Yemnash, au revoir et bonsoir à tout le monde. Merci Akram, merci. Vous avez été formidable. Les questions ont été à la hauteur. Akram aussi, il a plusieurs cordes à son arc. Lahiber, c'est vraiment un polyglotte dans toutes les techniques, dans toutes les disciplines. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Excellente soirée. À bientôt. Merci. Yemnash, au revoir.